Je vous l'explique grosso modo pour que vous ayez des concepts généraux et on va aller dans le détail après. Donc, en gros, vous prenez un paragraphe de 2, 3, 4 phrases, pas très long, mais pas trop court non plus. Vous le lisez 2, 3, 4 fois en anglais, en essayant de mémoriser les idées et non pas les mots. Parce qu'évidemment, les mots, c'est le piège. On veut pas, on veut se dégager des mots pour être idiomatique. Et évidemment, vous devez quand même conserver en tête les idées. Et le truc, c'est de porter attention à l'enchaînement des idées. Donc, comment la première idée amène à la deuxième, à la troisième. Souvent, un paragraphe est construit d'une façon assez claire. On a une première affirmation. euh, L'Antarctique est un pays froid. Deuxième phrase qui va étayer. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont allés ont trouvé ça très difficile. Après ça, on va peut-être avoir par contre, il est possible de se prémunir contre le froid en ayant des vêtements chauds. Et une conclusion du genre, n'y allez pas si vous n'avez pas de vêtements chauds. Bon, j'ai tout inventé ça à mesure. Je vais peut-être essayer de peaufiner mes exemples. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir beaucoup d'idées dans une phrase, mais c'est pas difficile forcément de les retenir puisque vous savez comment chaque idée mène à l'autre. Donc, une première idée qui est énoncée, un fait qui est énoncé ou une opinion. Ensuite, une opinion qui l'étaye, qui va comme essayer de la démontrer, de la prouver. Ensuite, quelque chose qui va peut-être le contredire. Un élément d'information qui arrive et une conclusion. Bon, vous voyez un petit peu l'idée. Alors, vous essayez de mémoriser ça. Et après ça, bon, la feuille retournée, ça veut dire quoi? C'était à l'époque où on traduisait sur des feuilles de papier. Donc, vous retournez la feuille. L'important, c'est d'être devant une feuille blanche. Et là, vous rédigez. Vous réécrivez ce que vous venez de lire à partir de ce dont vous vous souvenez. Alors, évidemment, dans un texte, alors, à l'ordinateur, on ne retourne pas vraiment la feuille. Vous pouvez faire des retours de chariot pour vous donner un grand espace blanc ou juste ouvrir un nouveau document Word pour être devant un écran blanc. Et là, vous écrivez. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez écrire? Vous allez oublier la moitié de ce que vous avez dit, de ce que vous avez mémorisé. Alors, petit truc, alors moi, je me permets toujours de tricher juste sur un point. Et c'est important de ne pas tricher ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai besoin de ça. Même si ça fait 4 fois que je viens de relire le même texte en essayant de le remémoriser, de le remémorer, quand je viens pour l'écrire, j'ai tout oublié. Et là, je triche, je vais quand même aller chercher les 2, 3 premiers mots comme amorce pour écrire, mais pas plus que ça. Alors, 2, 3 mots comme amorce, et là, je pars. J'écris le paragraphe au complet. Alors, évidemment, vous n'allez pas vous souvenir de tout, mais ce n'est pas important. Alors, le truc, quand vous avez un trou de mémoire, vous inventez. OK, vous allez voir, des fois, vous allez commencer une phrase et là, vous allez dire, mais oh, qu'est-ce qui se passait après? Ça ne peut pas arrêter là, il y avait d'autres choses. J'ai aucune idée de ce qu'il y avait. Inventez-le, jouez, profitez-en, on aime tous ça, on rêve tous d'être rédacteur là, ou d'être auteur. Alors là, c'est le temps. Pour le temps d'une demi-phrase, vous allez être un auteur. L'important, c'est de vous rendre au bout de votre paragraphe sans être allé voir l'anglais. Alors là, je vais maintenant, on va regarder la technique plus en détail. Donc, je reprends ici. Sélection, choisir un paragraphe de longueur moyenne, 2 à 5 phrases, 3 à 10 lignes. Digestion, parcourir le paragraphe au complet plusieurs fois en tentant chaque fois de retenir de mieux en mieux les idées principales, les liens entre ces idées. Et là, rédaction. Faire plusieurs retours de chariot pour se faire un espace blanc et réécrire le paragraphe en français. Ne pas se préoccuper des approximations et des omissions possibles. Ne vous en faites pas. Évidemment qu'à la fin, vous allez vérifier l'anglais et corriger ce qu'il faut. Donc, ne vous en faites pas à ce stade-là, des omissions et des approximations. Et en cas de trou de mémoire, jouez à l'auteur. Vous allez voir, ce n'est pas pour rien que je vous dis ça. C'est pour deux raisons. D'une part, parce qu'il faut bien se rendre au bout du texte. Et d'autre part, moi, personnellement, je me rends compte que même quand j'ai l'impression d'inventer complètement à partir de zéro, finalement, je ne suis pas si loin que ça. C'est étonnant parce qu'évidemment, je viens de lire le texte 3, 4 fois, là. Et au pire aller, si vous avez vraiment une demi-phrase, même une phrase complète qui n'a plus rien à voir avec l'anglais, vous l'enlèverez. C'est pas plus grave que ça, évidemment. Il n'y a pas de risque. Alors, la deuxième étape, donc, disons que la rédaction, c'est la première étape de texte, du point de vue du texte. Ensuite, vous allez vous relire, se relire brièvement pour peaufiner le style sans regarder l'anglais. Donc, c'est vraiment une démarche rédactionnelle. Si vous écrivez un texte, vous allez commencer par faire un premier jet et là, vous allez vous relire. Vous faites la même chose sans regarder l'anglais. Et là, vous allez modifier des petites choses. Vous allez voir que vous avez peut-être fait des répétitions, vous allez pouvoir éliminer une redondance, une précision qui manque, une petite maladresse syntaxique que vous allez corriger, une petite charnière que vous allez rajouter. Voilà. On est vraiment en mode unilingue ici. Et finalement, évidemment, vous allez faire l'étape de la confrontation, donc comparer avec l'anglais et apporter les révisions nécessaires. Et je vais vous montrer évidemment des exemples de ça, de cas où j'ai appliqué cette technique-là. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Euh,
Il n'est pas rare qu'à la confrontation, vous allez vous rendre compte que la moitié de votre paragraphe est à mettre aux poubelles. OK? Euh, à coup de demi-phrase, je dirais, là, pas la moitié du haut, la moitié du bas, mais des bouts de phrases que vous allez corriger parce que ce n'était pas vraiment dans l'anglais. Mais dans tous les cas, à moins d'être vraiment malchanceux, moi j'ai constaté que dans tous les cas, même si vous changez jusqu'à la moitié du texte, ce qu'il reste, c'est ce que vous cherchez. C'est la part idiomatique à laquelle on n'arrive pas quand on est en mode traduction. Et puisque vous avez maintenant une structure de paragraphe en français, avec des enchaînements, des entrées en matière qui sont vraiment idiomatiques en français, après ça, changer des détails, vous pouvez changer des détails sans changer toute la structure. Donc, il y a souvent beaucoup de détails qui sont faciles à remplacer, mais il va quand même y avoir un gain au bout du compte. Votre phrase va quand même, ou votre paragraphe va vraiment, encore une fois, être proche d'un texte rédigé en français, même si vous avez corrigé certaines choses en cours de route. Bon, tout ça paraît abstrait, on va voir des exemples de ça. Ça, c'est une phrase que j'ai traduite tout récemment, au mois de décembre dernier. Alors, voyez-vous, on a trois phrases assez courtes. C'est une personne qui raconte, alors je donne un petit peu de contexte, c'est une personne qui raconte une anecdote des amis qu'il a connus, qui devaient réparer leur toit. OK? Bon, dans le contexte, il utilise ça comme image pour bien bâtir sa vie sur des bases solides, tout ça, mais peu importe. Ici, on parle vraiment de l'aspect bêtement de la construction et la personne qui retarde trop avant de réparer son toit, puis ça lui a posé des problèmes. Alors, because the owner did not have the money to fix the roof, within 2 years, the entire house needed to be destroyed. The frame was completely rotted, and the house was filled with dangerous mold. Without a solid roof, no house will last very long. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, on comprend bien les principes. On a trois phrases. On comprend, bon, the owner did not have the money to fix the roof because, et là, en 2 ans, the entire house was needed to be destroyed. Et là, deuxième élément, on parle de frame was rotted, dangerous mold. Et là, conclusion. Principe général, ce qu'on en dégage, without a solid roof, no house will last very long. OK, alors je lis ça deux, trois fois. Je n'ai pas trop de mal à me souvenir des idées. Ça donne ceci, ma rédaction. Alors, j'ai marqué ici rédaction plus peaufinage. Pourquoi? Parce que normalement, après avoir fait ma rédaction, je fais mon peaufinage, donc une relecture unilingue. Dans ce cas-ci, je n'ai rien changé à la relecture. OK? Je me suis relu et ça valait. Alors, ça donne ceci. Comme le propriétaire n'avait pas les moyens de faire réparer son toit, en 2 ans, il a fallu tout démolir. L'eau s'était infiltrée partout et avait fait pourrir la charpente. Sans toit pour la protéger, une maison ne vaut rien. Et là, on va jouer le jeu ensemble. OK, pour finir, je ne change rien. Je trouve que stylistiquement, ça va. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de maladresse, ça va. Et là, on va faire la confrontation. Je vais vous laisser la faire. Retournez voir l'anglais, comparez avec le français. Ben, d'abord, j'espère que vous constatez avec moi que le français est bien écrit. Ça coule bien, c'est idiomatique, ça ne sonne pas du tout traduction. Maintenant, il faut bien que ça ressemble, il faut bien que ça dise la même chose que l'anglais. Alors, je vous laisse regarder l'anglais et d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait modifier, corriger, ajouter ou supprimer par rapport à l'anglais? Est-ce qu'on arrive à la même conclusion tout à l'heure, comme tout à l'heure, qu'il n'y a rien à changer malgré tout, ou il y a des choses à changer? Le français de moisson, voilà, on ne parle pas de moisissure. Maintenant, là, c'est la question qui tue. Est-ce que le lecteur français va comprendre que l'eau s'infiltre et la charpente pourrie, ça implique qu'il y avait de la moisissure? Ou non? Voilà. Patricia dit en plus, oui, il avait protégé, rempli le rôle de dangerous. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On est bien seul dans ces décisions-là, hein? Alors, mettons de côté la question de la moisissure. C'est une question tout à fait pertinente. Mais je trouve qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait. On peut très bien dire, ah, mais c'est implicite dans pourri, eau et protégé. On pourrait dire aussi, non, mais c'est important de mentionner la moisissure. Il n'y a pas de réponse à ça, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui devraient être changées? Ah, tout démolir, est-ce que ça suffit de démolir tout le toit ou toute la maison? Très bonne question. Ah, je ne l'avais même pas vu, celle-là.
Alors, je pense que dans l'ensemble du texte, parce qu'il faut prendre ça par paragraphe d'avant et d'après, c'était clair. Mais c'est une très bonne question. Alors, Michel remarque qu'on a house, je crois qu'on l'a trois fois en anglais. Fix the roof. The entire house. The house was filled. No house will last. Trois house en français, en anglais, en trois phrases. Et ici, on a toit, tout démolir, charpente. On a le mot maison une fois ici pour le principe général. Intéressant. Alors, ça, c'est vraiment un beau gain de mon approche rédactionnelle. J'ai été vraiment complètement dégagé du fait que l'anglais répétait trois fois le mot house. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, Patricia, vous avez raison. Le mot moisissure implique ou évoque quelque chose d'autre qui vaudrait peut-être la peine d'être explicité. Une autre façon, une des façons qu'on a de répondre à la question est-ce que je dois le réintroduire ou pas? En fait, il y a toujours deux aspects. Mettons, je constate là, qu'il manque la moisissure. Parce que là, je vous dis comment on va réfléchir. Et en passant, donc ceux qui sont inscrits à l'atelier la semaine prochaine, c'est ce qu'on va faire. Vous allez me montrer vos traductions et là, on va se poser la question ensemble. Vous allez me dire, ben là, j'ai laissé, à mon premier jet, j'ai laissé implicite tel sujet, tel mot. On va discuter ensemble. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour vous donner des réponses tout le temps. Des fois, oui, mais pas tout le temps. C'est selon, quels sont les critères qu'on va se donner. En gros, le problème, c'est la lourdeur. C'est est-ce que on peut rajouter l'information sans alourdir la phrase. Si on peut le faire, ne nous en privons pas. Le problème, c'est si on l'alourdit, si le fait de l'ajouter nous amène à alourdir la phrase, à la rendre maladroite, là, on va plus hésiter. Et là, on va plus se demander, ben, est-ce que finalement, on ne pourrait pas le laisser implicite? La question, c'est aussi, est-ce que c'est véritablement implicite? Est-ce que je déclare que c'est implicite parce que ça fait mon affaire, parce que ça m'oblige, ça m'évite de refaire ma phrase? Ou est-ce que, en toute honnêteté, quelqu'un qui le lirait en français comprendrait l'idée? Alors ça, c'est une question de jugement. Donc, la dimension qui dit le fait de réintroduire l'idée aboutit à un alourdissement ou non, c'est purement technique comme critère, mais c'est un critère important. Parce que si on peut le rajouter sans que ça coûte rien, bien évidemment, on ne va pas se poser la question. Alors, Yvonne dit, est-ce qu'en 2 ans n'est pas un peu ambigu? Oui, au bout de 2 ans. Je crois pas, Yvonne, mais c'est une bonne question. C'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Mais je crois qu'en 2 ans, il a fallu tout démolir n'a pas la même connotation qu'il a fallu tout démolir en 2 ans. Je pense qu'on comprend que c'est après 2 ans, il a fallu tout démolir ou au bout de 2 ans. C'est intéressant parce que le CPV le faire. Si on l'avait mis après, il a fallu tout démolir en 2 ans. Alors, ça donne l'impression que c'est la démolition qui a duré 2 ans. Très intéressant. Écoutez, il y a une autre chose vraiment importante là, qui vous a encore échappé, que moi j'ai corrigé. Je pense que c'est important, c'est peut-être pas important après tout. La fin, là, No house will last very long. J'ai dit une maison ne vaut rien. Est-ce que ça veut dire la même chose? À la limite, peut-être, moi je l'ai corrigé, mais à la limite, peut-être que ça vient au même dans le contexte. Voilà, voilà, Vincent. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est des traducteurs, on regarde chaque détail, puis c'est notre rôle, hein, c'est important, il faut bien que le français rende l'anglais. Mais plus on regarde de près les choses, tel mot ne veut pas dire telle chose, ne vaut rien, ne signifie pas, ne durera pas longtemps, etc., on se rend compte que euh, ça met en relief le fait qu'un texte, c'est un tout. Chaque mot dans une phrase, on le sait en théorie, mais c'est incroyable à quel point quand on rentre dans le détail d'un texte, ça ressort beaucoup. Chaque mot dans une phrase est interprété en fonction de l'ensemble du texte au complet, même pas juste la phrase ou le paragraphe. Ce que le lecteur a en tête dépend beaucoup de tout ce qui a précédé. Donc, est-ce qu'il est l'idée ici de l'évaluation foncière de la maison est importante ou c'est pas juste l'idée. Alors, no house will last very long. Ici, ce qui est intéressant, c'est comme je vous disais, ce qui s'en vient, c'est que la personne veut faire un parallèle avec sur quoi est-ce que vous bâtissez votre vie sur des valeurs solides. Il y a un parallèle, il y a une métaphore de comment bâtir sa vie. Alors, il parlait du toit, puis plus loin, avant ça, il avait parlé des fondations, puis tout ça. Donc, no house will last very long. C'est intéressant, là, il prépare le chemin à si vous bâtissez votre vie sur des principes faux ou pas solide, vous n'allez pas vivre longtemps ou vous allez avoir des problèmes rapidement. L'idée de ne plus rien valoir, peut-être moins. L'idée de se projeter dans l'avenir était plus importante dans ce contexte-là, mais il serait pas dans un autre. Enfin bref. Donc, alors moi, personnellement, après avoir relu, euh, je constate d'abord que l'eau s'est infiltrée partout
n'est pas vraiment là en anglais. Encore une fois, c'était implicite. Là, c'est dans l'anglais que c'est implicite. Mais ce qu'on dit, on ne dit pas que l'eau s'est infiltrée. Évidemment, le toit coule, donc l'eau s'est infiltrée partout. Moi, je l'ai écrit comme ça, mais l'anglais ne le disait pas. Donc, je l'ai enlevé. La moisissure, effectivement, vous avez raison, je l'ai rajouté. Et vu que j'avais dit le mot partout, regardez ici, il n'y a pas de partout en anglais, hein. Completely rotten, filled with. Il est là le partout. Alors, voyez-vous, quand je vous disais, j'ai enlevé l'eau s'est infiltrée parce que ce n'était pas dans l'anglais. J'ai réintroduit la moisissure, effectivement, mais j'ai gardé le mot partout, qui ne me serait peut-être pas venu à l'esprit si je n'avais pas été en mode rédaction. Donc, il y a un gain final. Et au lieu d'une maison ne vaut rien, qui était quand même une belle formule, quand même, il faut dire que c'est une belle formule lapidaire. Bon, mais je me suis dit, bon, l'anglais ne dit pas vraiment ça, et ça ne coûte pas très cher de dire une maison ne dure pas bien longtemps. Bon, c'est un peu plus long, mais c'est pas plus lourd. C'est pas une question de. N'oubliez jamais, il ne faut jamais confondre la longueur et la lourdeur. Une phrase peut être relativement longue. Une phrase peut être plus longue et moins lourde. Donc, ça, c'est pas une question. Il ne faut pas confondre les deux, même si les deux sont souvent liés. Donc, j'ai rallongé un peu, mais je n'ai pas alourdi. Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui reste quand même? Avoir les moyens de, have the money to, ça vient naturellement en français, mais je pense que peu de gens pensent à l'expression avoir les moyens, n'avaient pas l'argent pour, etc. Faire réparer plutôt que réparer, ça c'est intéressant. Bon, en 2 ans, il a fallu tout démolir. Encore une fois, The Entire House devient tout. C'est intéressant. Le deux points qui est intégré ici, qui n'était pas en anglais. Alors, Completely Rotten, j'ai enlevé le. Alors, je me rends compte qu'il n'était pas nécessaire. Est-ce que j'aurais dû rajouter la charpente était complètement pourrie? Là, ici, c'est encore une bonne question. Tu sais, j'aurais un petit peu alourdi. C'est pas très lourd de rajouter complètement. Mais moi, mon jugement, c'est que ça rajoute rien. Ça rallonge sans rajouter. La charpente était pourrie. Je trouve que l'expression est déjà assez forte en tant que telle. Si c'était pour comparer avec la maison du deuxième voisin qui, lui, est intervenu après un an et que sa charpente était à moitié pourrie, tandis que lui, c'était complètement pourri, bon là, si c'est des détails importants, je vais le rajouter. Mais personnellement, j'ai jugé que c'était complet comme ça.